Bonjour à tous, capsule juridique numéro 188 du 17 novembre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, du Luxembourg, du Canada et des USA. En France tout d'abord, le Conseil constitutionnel avait été saisi par environ 60 députés qui lui soumettaient divers points de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour la période 2023-2027. C'est notamment dans cette loi-là qu'était envisagée la possibilité de permettre à distance l'activation des smartphones en vue, je cite, de capter des sons et des images. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré les dispositions relatives à cette brillante idée dans une décision numéro 2023-855 du 16 novembre, donc hier. La décision rendue fait 31 pages et concernant cette question précise de l'activation des smartphones à distance, puisqu'il y avait aussi d'autres points en litige, je vous lis une partie de la décision. Je cite. Les points 33 et 46 du paragraphe 1er de l'article 6 insèrent au sein du Code de procédure pénale de nouveaux articles visant à permettre, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leur propriétaire ou possesseur afin de procéder à sa localisation, ça on n'en parlera pas, ou à la sonorisation et à la captation d'images, c'est ce point-là précis qui nous intéresse. Je continue à citer. Selon les députés requérants, ces dispositions porteraient tout d'abord une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir, compte tenu du nombre d'objets pouvant être activés à distance et d'un champ d'application trop large. Ils soutiennent également que ces dispositions seraient contraires au droit de la défense dès lors qu'elles permettraient d'écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat. Enfin, ils reprochent à ces dispositions de méconnaître l'exigence de précision de la loi pénale, faute de préciser la nature des faits pouvant justifier le recours à un tel dispositif. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Fin provisoire de citation, puisque à cet endroit de la décision, en revanche, l'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images, sans qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où elle permet l'enregistrement dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de parole et d'image, concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Dès lors, en permettant de recourir à cette activation à distance, non seulement pour les infractions les plus graves, mais pour l'ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée, une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Fin de citation. Et en français, l'atteinte est donc disproportionnée. Le législateur n'avait pas le droit de prévoir une telle mesure. Donc, très bon point à ce niveau-là, et pas de chance pour notre ami Dupond-Moretti, ami entre guillemets. Ça fait une petite déconvenue pendant qu'il s'amuse devant les juges. Au Luxembourg, à présent, le docteur Benoît Hox, dont j'ai déjà parlé, comparaissait le 15, donc il y a 2 jours, devant la Cour supérieure du Luxembourg. Je vous avais déjà parlé de cette partie de son dossier dans une précédente capsule, et plus précisément à la capsule numéro 159 en mai 2023. Pour faire bref, il avait été poursuivi par son conseil de l'ordre pour avoir traité et soigné ses patients, oh là là, au secours, quelle horreur, notamment à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, procédure classique donc. Il avait été une première fois suspendu, puis ensuite poursuivi à nouveau, et dans cette seconde procédure, il était tombé sur le même juge ordinal, alors je vous rappelle qu'à ce niveau-là, ce ne sont pas des juges professionnels, qui avait refusé de l'écouter, et l'avait traité de complotiste. Il avait donc, avec son avocat, déposé une requête en récusation, estimant que le juge n'était pas impartial. Le juge avait refusé de se récuser et donc le docteur Hox avait fait appel de cette décision pour finalement arriver devant la Cour suprême du Luxembourg qui a fait droit à cette demande de récusation. Alors ça vaut le coup d'écouter les 2 vidéos que j'ai postées hier soir sur mon canal Telegram et dans lesquelles le docteur Benoît Hox s'exprime d'une part juste à la sortie de l'audience au micro d'une journaliste et également en visioconférence le soir ou le lendemain, je ne sais pas, avec le média belge BAM. Comme il le dit lui-même, c'est une belle raclée pour la justice ordinale, et je mets moi-même justice ordinale entre guillemets, et indirectement un blâme pour le juge ordinal qui a estimé que la justice pouvait être rendue de cette manière. La procédure n'est sans doute pas finie, puisqu'il faudrait alors logiquement qu'une autre chambre ordinale soit constituée pour poursuivre l'examen de son dossier sur le fond, c'est-à-dire a-t-il ou non commis une erreur en soignant ses patients. Mais dans les médias, c'est une très très belle victoire, et bravo à lui, car il est vraiment d'un courage exemplaire depuis le début de toute cette hystérie.
Au Canada à présent, Peter Nygard, qu'on a parfois appelé l'Epstein canadien, vient d'être condamné pour le viol d'au moins 4 femmes. Alors je devrais plutôt formuler en disant vient d'être condamné une première fois pour le viol de 4 femmes, car il est probable que d'autres poursuites suivront. La nouvelle était notamment annoncée par le site suisse du quotidien 20 minutes, ainsi que par d'autres médias, et j'ai posté aussi sur mon canal Arrestation, poursuites judiciaires et condamnation quelques infos sur le sujet avec différentes vidéos sur cet horrible individu. Et vous verrez, si vous les regardez, que le mécanisme de recrutement, que je mets entre guillemets, des victimes est en partie identique à celui d'Epstein, puisque notamment, il permet aux victimes déjà recrutées d'échapper à des viols supplémentaires si elles recrutent à leur tour d'autres jeunes ou très très jeunes filles. Alors tapez son nom dans Telegram, différents canaux vont vous en parler, vous en saurez ainsi plus sur cet homme, et 4 viols ne sont évidemment que le minuscule sommet de la partie visible de l'iceberg, mais c'est un début. Et c'est surtout aussi un petit apéro, à mon avis, avant qu'on s'attaque enfin sérieusement à l'affaire Epstein, parce que même si ce dernier est officiellement décédé, cette affaire-là, est loin d'être résolue, puisque d'innombrables autres psychopathes réputés ont usé et abusé de son avion, le fameux Lolita Express, pour aller se livrer aux pires atrocités sur l'île de Little St. James. Alors j'espère qu'on ne tardera pas à voir tomber d'autres têtes dans cette affaire-là, et cette fameuse liste que doit révéler Ghislaine Maxwell. Mais en tout cas, certains doivent avoir un peu de mal à dormir pour l'instant, du moins ceux qui sont encore eux-mêmes en vie. Enfin, aux USA, l'association US Right to Know a lancé une procédure contre la Defense Intelligence Agency, c'est-à-dire le Pentagone. L'un des représentants de cette association s'exprimait sur Twitter à ce sujet en disant ceci, je cite: « Nous avons intenté aujourd'hui une action en justice, sur base de la loi sur la liberté de l'information, contre la Defense Intelligence Agency pour des rapports et des enregistrements de communication sur les premières circonstances entourant le Covid-19 dans son épicentre, Wuhan, en Chine. Plus précisément, nous avons demandé des documents liés aux conclusions du National Center for Medical Intelligence, une composante de la DIA, donc de la Defense Intelligence Agency, responsable du renseignement médical et sanitaire. Il s'agit de notre 26e procès sur base de la loi sur la liberté de l'information pour des documents liés à l'origine du Covid-19, à la recherche sur le gain de fonction et à des questions connexes. » Fin de citation. Et cette action-là est donc fondée à nouveau donc toujours sur cette fameuse loi, le FOIA en anglais, c'est Freedom of Information Act, dont j'ai souvent parlé dans de précédentes capsules. Au départ, l'association avait demandé le 6 juin dernier une série de documents donc à cette agence qui dépend du Pentagone, du département de la Défense, et comme rien ne lui avait été envoyé, elle saisit la justice. Les documents en question concernent les origines, vous l'avez compris, de la pandémie à Wuhan, et quant à l'association elle-même, j'en avais parlé notamment dans ma capsule 59 en avril 2022 à un autre sujet. Affaire à suivre donc, et il n'est pas anodin que soudain les démarches soient orientées vers le ministère de la Défense et non plus vers le ministère de la Santé, des CDC, NIH, FDA, etc. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler, parce que tout ça étant une opération militaire depuis le départ, comme l'a très très bien expliqué David Martin dans ses nombreuses vidéos, la contre-attaque doit être aussi dirigée vers les bonnes instances et ce type d'action en fait partie. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour terminer, une petite citation qui me semble tout à fait bien adaptée. Je cite « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Fin de citation, et c'est attribué à Montesquieu. Voilà donc, bon week-end, n'obéissez plus et tenez bon. À bientôt, au revoir.